Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Parole d'élus organisée par le DigiWorld Institute et je suis particulièrement ravi aujourd'hui d'accueillir le sénateur Patrick Chaize qui est donc sénateur mais aussi est un féru du monde des télécoms et du monde du numérique, cher Patrick. Parce qu'en effet, alors si je reviens sur votre parcours qui est assez impressionnant, vous avez été maire de Venasse dans l'Ain, donc vous connaissez bien les enjeux des élus locaux et du numérique. Vous êtes élu sénateur de l'Ain en 2014, réélu en 2020. Vous êtes vice-président de la Commission des affaires économiques, ceci depuis 2020. Vous êtes président du groupe d'études numériques du Sénat depuis 2018. Mais, vous êtes en plus président de la VICA. Alors on connaît bien la VICA ici au DigiWorld Institute et à l'IDAT, puisqu'effectivement cette association des villes et collectivités locales pour les communications électroniques et l'audiovisuel a un rôle très important dans l'écosystème numérique. Vous êtes membre du comité de concertation France Très Haut Débit. On en parlera puisque c'est un sujet sur lequel nous avons des cocoricots, mais aussi sur lesquels vous avez pointé peut-être encore des choses à finaliser. Et on en parlera tout à l'heure. Vous êtes membre du comité de concertation France Mobile. Vous êtes membre de la CSNP, la Commission supérieure du numérique et des postes. Et enfin, vous êtes membre du CNUM, que l'on connaît bien, puisque le CNUM a participé à de nombreux événements. Alors, monsieur le sénateur, très cher Patrick, vous me permettrez de vous poser une première question, un peu peut-être directe, mais finalement, en quoi les nouvelles technologies, ce sujet dans lequel vous êtes tombé très vite, on va dire, ont bouleversé et continuent à bouleverser votre rôle d'élu local, votre rôle des sénateurs, et peut-être aussi en quoi ça a changé vos missions et peut-être aussi les méthodes de travail? Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre invitation à cet échange sur le sujet du numérique, comme vous l'avez compris, qui est un sujet qui me préoccupe et qui m'occupe donc au fil de mes missions parlementaires. Et pour répondre donc à votre question de façon très précise, si me suis intéressé à cette question, c'est que très vite, j'ai pu mesurer à quel point le numérique devait être un outil de performance, d'amélioration dans la gestion en général. Alors évidemment qu'en tant qu'élu, on bénéficie de ce nouveau service, de ce nouvel outil pour faciliter les échanges, l'accès aussi bien sûr à l'information et fluidifier finalement les organisations. Dans un exemple très concret, ça me permet par exemple d'avoir l'ensemble de mes collaborateurs parlementaires en province, donc à Bourg-en-Bresse, et de pouvoir, au fil de la journée, disposer de leur travail, de leur production sur ma tablette, dans l'hémicycle, comme s'ils étaient à côté de moi. Donc il y a finalement un phénomène de rapprochement des équipes qui se fait. Ensuite, il y a bien sûr l'accès à la connaissance, l'accès à l'information, la spontanéité de cet accès qui permet de pouvoir, au fil du temps, au fil de la journée, d'accéder à toute l'actualité qui se passe dans mon département, dans mon territoire, alors même que je suis ici à Paris dans l'hémicycle. Donc il y a cette notion de proximité et de facilité qui est importante dans la vie quotidienne. Alors, vous, monsieur le sénateur, vous êtes, on va dire, véritablement un pro du monde des télécoms et du monde des numériques. Est-ce que vous avez l'impression finalement, et je vais vous demander de faire une évaluation peut-être de vos collègues, ce qui n'est pas bien, mais est-ce que vous avez l'impression que ce domaine, ce sujet du numérique est bien compris et pensez-vous que l'ensemble des parlementaires d'ailleurs, non seulement les sénateurs mais aussi les députés, ont accès au niveau de connaissance suffisant sur ce domaine qui est très technologique, très économique, mais aussi qui embarque bien évidemment des problématiques sociétales?
C'est une question piège, en fait. Donc, mais je vais y répondre de façon très, très concrète et très sincère, parce que ce n'est pas la première fois que j'exprimerai cette position. En fait, ce que j'ai coutume de dire, c'est que quand on parle du numérique, au Sénat comme à l'Assemblée nationale, j'en suis convaincu, l'ensemble des collègues sont convaincus de l'intérêt. C'est-à-dire que quand on prononce le nom numérique, tout le monde dit ah, il y a un sujet. Sur les 348 sénateurs, j'en connais pas un qui dit c'est pas important. Quand on commence à discuter du sujet, là on va avoir une première sélection. Une première sélection qui va faire que on va être peut-être une soixantaine à avoir la volonté de creuser la question et de s'y intéresser. Et sur ces 60, on va peut-être en avoir 10 qui vont avoir les dispositions pour comprendre le fonctionnement général. Et si je continue, on va finir à quelques-uns, et c'est sur les doigts d'une main qu'on va trouver ceux qui vont comprendre et maîtriser le sujet. Tout ça, c'est pas pour dire qu'il y en a qui sont meilleurs que les autres, c'est pour dire que le sujet est un sujet qui, finalement, est dans un environnement technique, et que tous les sujets qui sont dans des environnements techniques sélectionnent finalement l'accès et malheureusement limite le nombre d'élus qui peuvent participer activement au débat sur les problématiques plus poussées. C'est regrettable, hein, je le regrette personnellement. Et c'est pourquoi j'avais donc sollicité le président Larcher à constituer un groupe d'études numériques au sein du Sénat, un groupe d'études numériques unique qui donc s'intéresse à l'ensemble des sujets du numérique parce qu'ils sont très nombreux. On va partir de l'infrastructure, des usages, de la cybersécurité, de la souveraineté. Enfin, c'est multiple. Mais l'intérêt, c'est d'avoir justement au sein d'un même groupe la vision transversale pour faire en sorte qu'on ne sectorise pas trop ce sujet qui est déjà donc un sujet difficile d'accès. Parfait. Alors justement, puisque vous parlez infrastructure, revenons quelques minutes, si vous le voulez bien, sur le plan très haut débit et la façon dont finalement la France a su être le premier pays d'Europe et dans les premiers pays au monde à couvrir son territoire avec la fibre optique. Vous avez notamment déposé en juillet 2022 une proposition de loi pour assurer la qualité et la pérennité des réseaux de communication électronique à très haut débit en fibre optique. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, parce qu'on l'a entendu notamment lors de la convention de la VICA, mais finalement là où nous en sommes, parce qu'il y a un cocorico, quand on regarde effectivement les investissements massifs qui ont été faits, un cocorico français, mais il y a aussi, semble-t-il, encore un certain nombre de points à régler. Alors où en sommes-nous ? Alors où en sommes-nous ? D'un point de vue politique, les décisions sont prises, les objectifs sont fixés. Et on peut le dire, effectivement, je crois que les bonnes options ont été prises, les bons choix ont été faits et qu'on peut se considérer comme étant en avance, voire très en avance sur les décisions politiques. Avec un programme qui était très ambitieux. Avec un programme ambitieux, mais qui est tenable et qui, donc, sur le papier, donc, doit arriver à son terme. Après, il y a la réalité du terrain. Et dans la réalité du terrain, eh bien, force est de constater que on a encore des progrès à faire. Et quand je dis on a encore des progrès à faire, c'est collectivement. Alors, les opérateurs d'infrastructures, les opérateurs commerciaux, les collectivités, l'État a à se poser tout un tas de questions. Et moi, je milite aujourd'hui pour dire qu'on est finalement à un point où si on veut redonner une impulsion pour atteindre les objectifs politiques qui sont fixés et donc donner à ce secteur d'activité la dimension qu'il mérite, eh bien, il est nécessaire qu'on se remette autour d'une table pour pouvoir finalement identifier tous les points de blocage ou
de ralentissement, tous les points sur lesquels on a pu rater quelque chose, on a pu constater que finalement les choses n'étaient pas parfaites, et trouver les solutions ensemble pour que collectivement on réussisse ce pari qui est un beau pari et qui est, encore une fois, atteignable. Et vous avez l'impression d'être entendu justement dans ce souhait? Vous notez des signes positifs pour se retrouver autour de la table et faire que ce projet qui est en déploiement et qui respecte finalement les délais puisse être véritablement optimal? Oui, je pense que l'idée fait son chemin. Et que ce soit du côté des opérateurs, avec qui bien sûr j'échange régulièrement, mais aussi auprès du cabinet du ministre et du ministre lui-même, que j'ai rencontré encore la semaine dernière sur ce sujet, l'idée fait son chemin. Et tout le monde s'aperçoit bien que si on tente de régler, si on aborde les sujets de façon isolée et individuelle, alors on va vers un blocage. Pourquoi ? Parce que, comme dans toute négociation, il faut que tout le monde sorte gagnant-gagnant. Bien sûr, bien sûr. Et si on prend les sujets de façon individuelle, on va trouver des gagnants, mais il y aura des perdants. Et il ne faut pas de perdants. Parce que si on a des perdants, c'est donc évidemment garanti qu'on ne pourra pas avancer rapidement. Donc moi, je pense que l'enjeu est important, l'enjeu pour notre pays, mais l'enjeu aussi pour l'ensemble des acteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les opérateurs qui interviennent sur le territoire, qu'ils soient opérateurs d'infrastructures ou opérateurs commerciaux, en fait, prennent de l'avance par l'expérience qu'ils peuvent... Et il y a une capitalisation sur l'expérience qui se met en œuvre. Et qui pourra servir demain à l'export. Exactement, et ce point de justement modèle qui aura porté ses fruits est très intéressant aussi pour le développement d'une filière numérique avec une dimension internationale. Alors, vous avez été de ceux, monsieur le sénateur, qui ont poussé pour qu'effectivement l'ARCEP, notamment, puisse avoir un rôle sur la préoccupation environnementale. On s'en souvient, vous aviez pris une position courageuse d'ailleurs, puisque ce n'était pas forcément dans les prévisions immédiates de certains du gouvernement. Comment voyez-vous justement ce rôle que le numérique en global peut avoir vis-à-vis de ce qu'on appelle communément le green? Et plus exactement, comment voyez-vous finalement les évolutions justement de cette prise de conscience, qui est une prise de conscience sociétale, mais qui maintenant fait que l'on pense technologie nativement green, nativement verte? Avez-vous l'impression que là aussi nous avançons dans la bonne voie, ou est-ce qu'il y a des points d'alerte et des points particuliers à soulever? Alors, je vais dire, je l'espère, parce que ça voudrait dire que sinon le travail qui a été fait n'est pas concluant. Je l'espère, mais j'y crois. J'y crois parce que, effectivement, le sujet de l'empreinte environnementale du numérique, en fait, est un sujet qui n'est pas forcément intuitif. Je rappelle juste que quand j'ai lancé la mission d'information au Sénat, puis rédigé la proposition de loi qui en a été issue, je l'ai fait sur deux constats. Constats très, très concrets. Premier constat, c'est que pour la première fois, on avait sur le territoire national une montée d'opposition au développement du numérique, notamment sur la 5G. C'est-à-dire qu'il y avait donc des collectifs. Et le débat, d'ailleurs, la Convention citoyenne avait été très frileuse. Hein. Complètement, très frileuse, et avec, à mon sens, une méconnaissance du sujet. C'est-à-dire qu'on a sûrement raté quelque chose dans la pédagogie, toujours parce que c'est un sujet très technique et qui est finalement, encore une fois, pas partagé. Oui, puisqu'il avait été perçu de façon un peu anxiogène. Exactement, en plus. Et qui avait sûrement été d'ailleurs amplifié par certains. Bon. Donc, premier constat. Deuxième constat, ça a été la marche pour le climat, où j'ai eu, de façon tout à fait hasardeuse, l'occasion de traverser cette manifestation à Paris, quand elle s'est déroulée il y a quelques années. Et ce que j'avais constaté dans le cadre de cette marche pour le climat, c'est qu'il y en avait beaucoup de jeunes qui étaient dans cette manifestation et qui tous avaient à la main cette petite bête
en train de se filmer, éventuellement en live, pour le retranscrire sur la toile. Et je me suis dit, mais il y a une incohérence On marche sur totale la tête. entre le geste qu'ils sont en train de faire et la cause qu'ils défendent. Et en fait, bien sûr, ce n'est pas un reproche qui a été fait, mais c'était de dire on a raté quelque chose là aussi dans la pédagogie. Et il faut absolument qu'on puisse donc remettre en fait l'église au centre du village pour que chacun prenne conscience de ces sujets. Et donc, ce qui a permis donc de lancer la mission et de gratter un peu les choses. Et de voir et de constater qu'en fait, on ne disposait d'aucun chiffre. Ça veut dire que, en fait, c'est une question qu'on ne s'était pas posée encore. Au niveau national, mais aussi au niveau international. Et donc, quand on a donc, pu mettre des chiffres en face de cette empreinte environnementale, et qu'on a pu, donc, là aussi, faire de la prospective et se rendre compte que à 20 ans, à l'échelle de 20 ans, on allait avoir donc, une progression de l'empreinte environnementale qui passait de 2% à 7%, sachant que, pour valeur de comparaison, le trafic aérien, c'est 4,7% aujourd'hui, et c'est déjà quelque chose qui est décrié. Absolument. Et je me suis dit, mais il y a un problème. On va dans le mur, parce que si on ne se préoccupe pas de cette question-là, alors, à un moment donné, il y aura une réaction collective qui va dire stop. Et je trouve, en tout cas c'était mon appréciation, j'aurais trouvé dommage qu'on se prive en fait de cet outil, encore une fois, de communication, de proximité, de productivité aussi, qui doit nous permettre donc plutôt un confort au détriment justement de l'environnement. Donc pour remédier à cela, j'ai souhaité qu'on puisse mettre tout un tas de mesures qui fassent qu'on se pose les bonnes questions. Et j'allais dire, dans l'avenir, c'est aussi, pour moi, la philosophie qu'on doit garder. Dans le développement du numérique, dans son application, que ce soit sur les métaverses, l'intelligence artificielle, les capteurs, il faudra qu'on se fixe un préalable. Absolument. C'est qu'avant de développer, il faut qu'on se prouve qu'il y a donc un gain environnemental. Et ça me paraît... C'est une démarche quasiment réflexive qu'il faut avoir et systématique. Complètement. En tout cas, c'est ce que je propose. Et c'est un des enjeux, nous semble-t-il aussi, dans le cadre de la volonté de réindustrialisation et de réindustrialisation de nos territoires, que de pouvoir effectivement embarquer une industrie moderne, donc à base de nouvelles technologies, mais qui aussi prend en compte ces enjeux de la transition environnementale, du changement climatique, mais on y reviendra aussi tout à l'heure. Alors, j'aimerais venir un point sur le domaine des telcos, plus précisément, parce que au sein du DigiWorld Institute, nous travaillons beaucoup actuellement sur ce que les nouvelles technologies, ce qu'on appelle les disruptive tech, sont en train de provoquer chez les opérateurs télécoms. Mais il y a une question qui ressort systématiquement, c'est un petit peu cette myriade d'opérateurs que nous pouvons avoir en Europe, par rapport au nombre assez concentré, pour ne pas dire très concentré, d'opérateurs aux États-Unis ou en Chine, par exemple. Cette consolidation européenne, qui est un petit peu comme un serpent de mer et qui est, on sait, un sujet ô combien complexe. Quel regard portez-vous sur, justement, sa possibilité de réalisation? Et puis, est-ce finalement une bonne solution pour l'Europe et pour la France? Je vais revenir à mon constat. Je n'ai pas de religion en la matière, dans le sens où je pense qu'aujourd'hui, on a bénéficié finalement d'une concurrence, d'une saine concurrence sur le sujet, et qu'il était nécessaire, après finalement un monopole qu'on connaissait dans le monde des télécommunications, finalement de pouvoir avoir à disposition des modèles différents, mais qui donc nous ont guidés finalement vers des solutions qui apparaissent comme satisfaisantes et bénéfiques pour le consommateur.
Rappelons tout de même qu'on a en France les prix les plus bas du marché en termes de numérique. Et ça, ce que nos citoyens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, ils n'en sont pas conscients. Absolument. Ils n'en sont pas conscients. Et ça, c'est quelque chose qui est non négligeable. Et c'est sûrement parce que justement la concurrence est là. Bon. Donc, c'est un côté bénéfique. Néanmoins, on voit bien qu'effectivement, la problématique de la multiplication des investissements d'infrastructures peut poser question. Alors, il y a eu des actions de mutualisation quand même, on le voit, ce qui jusqu'à présent n'était pas possible. Et c'est pour ça que je dis qu'à mon sens, on a plus, à mon sens, intérêt à continuer à travailler sur les questions de mutualisation, d'optimisation, etc., tout en gardant finalement un choix donc, ouvert pour le consommateur, que de vouloir forcément reconsolider le secteur. Et par contre, là où il faut qu'on soit vigilant, à mon sens, c'est qu'il ne faut pas que ça se fasse au détriment d'un risque d'absorption de nos opérateurs par des investisseurs étrangers. Et là-dessus, je crois que ce soit sur les infrastructures ou sur l'organisation globale, il y a une notion qu'on n'a pas encore finalement identifiée ou comme étant prioritaire et importante, c'est la notion de souveraineté. Et encore une fois, j'implique bien sûr la question des infrastructures, des usages, du stockage, etc. Et donc, on voit apparaître aujourd'hui la question de l'informatique en nuage, pour rester avec un terme français. On n'emploie pas le terme de cloud. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, pour essayer de limiter l'impact de certaines grosses structures sur le sujet, mais on est aux prémices. Au jour d'aujourd'hui, je vais peut-être dire une énormité, mais moi, quelquefois, je suis interpellé quand je me rends compte que beaucoup de nos entreprises, de nos collectivités, de nos élus, stockent l'ensemble de leurs informations dans des clouds étrangers, extra-européens. Mais alors, est-ce que vous ne pensez pas justement qu'il y a aussi peut-être une action, alors pan-européenne, hein, en tout cas plus largement, pour faire en sorte effectivement que la domination, on va dire, des géants américains, et on peut parler aussi chinois, hein, puisqu'on est bien dans cette bipolarisation, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a peut-être une action plus volontariste à faire au niveau de l'Europe? Alors certes, en termes de régulation, et on y viendra, des choses sont en cours, ô combien, on le voit, le commissaire Breton a beaucoup agi d'ailleurs pour faire en sorte qu'il puisse y avoir une sauvegarde de notre souveraineté européenne, mais pensez-vous que l'offre et les investissements sont suffisants sur cette partie justement pour le cloud, entre autres? Non, ils ne le sont pas, mais avant de parler d'investissement, il faut la prise de conscience. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, si je reviens à mon exemple du Sénat. C'est-à-dire qu'en fait, trop peu de gens se sont posés ces questions-là. Alors justement, si vous le permettez, monsieur le sénateur, c'est aussi un des regrets que l'on a pu avoir au moment de la campagne des présidentielles, par exemple. Parce que toute la partie finalement numérique et technologique, même si on s'était un peu amélioré, a quand même été un peu croupion par rapport, quand on regarde sur l'ensemble des programmes. Alors, justement, vous, en tant que sénateur, en tant que représentant du peuple, comment vous pouvez agir pour faire en sorte que cette prise de conscience soit plus forte? Vous y travaillez fortement avec les commissions auxquelles vous participez et les associations que vous présidez, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire encore plus? Parce qu'il faut aller vite, là, maintenant. Et il faut aller vite, mais c'est la grande difficulté. Parce que ce que vous évoquez au moment de la campagne des présidentielles, moi, je l'ai personnellement regretté aussi, en me disant, mais le numérique, c'est le parent pauvre, finalement, de cette campagne et de ces programmes. Tout programme confondu. Tout programme confondu. Mais au fond, c'est parce que ces sujets ne parlent pas aux concitoyens. Et c'est ça la difficulté. Ce sont des sujets stratégiques.
le commun des mortels, lui, il voit le prix de son abonnement. Il ne va pas voir si il faut donc investir pour effectivement avoir un stockage de données européen ou chinois ou américain. À la limite, c'est pas tout à fait son problème premier. D'ailleurs, on le voit bien dans l'utilisation. Regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc. Moi, j'étais assez frappé dans les débats, je me rappelle, dans la phase Covid, où quand Cédrico avait milité pour son application antivirus, là, comment ça s'appelait, Stop Covid. Stop Covid. La bronca que ça avait déclenché, alors même que tous ces gens-là sont sur Facebook et publient beaucoup de choses de l'intime, se répandent sur ces réseaux sociaux sans comprendre ce qui est fait de toutes ces données. Vous voyez, c'est un petit peu la difficulté du sujet, c'est que finalement, on va se méfier plus de ce que va décider l'État français que ce qu'on va donner aux Américains. Et ça fait partie d'un des enjeux sur lesquels nous positionnons au sein de la communauté des 200 membres du DigiWorld Institute, c'est de promouvoir ce que l'on peut appeler les humanités du numérique, c'est-à-dire faire en sorte qu'il puisse y avoir une éducation aussi à l'économie numérique, la technologie aussi, sans être un ingénieur très féru sur le domaine, mais faire en sorte effectivement qu'il y ait un minimum de culture générale qui nous semble nécessaire. Alors, excusez-moi, mais là-dessus, c'est un point très important et que j'avais développé dans le cadre de la loi Rennes sur le volet environnemental, mais qu'il faudrait donc élargir en termes éducatifs. Je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, le numérique, c'est un outil. On doit apprendre à servir du numérique comme on apprend à servir d'un crayon. Pour ça, il faut de la pédagogie. Il faut donc de la formation. Mais il faut déjà former les formateurs. Former les formateurs. Et il faut avoir la volonté de former les formateurs. Et c'est, à mon sens, un volet qui devrait être intégré dans les prochains programmes de l'éducation nationale. Alors sachez, monsieur le sénateur, que nous souhaitons effectivement rencontrer très prochainement Gabriel Attal, justement pour faire des propositions, puisque les membres du DigiWorld Institute, qui sont tous engagés, notamment aussi pour recruter demain, parce qu'il y a aussi la problématique du recrutement, et aussi avoir une attitude éthique et responsable, eh bien, nous avons des propositions à faire sur ce domaine, mais on aura l'occasion d'en parler le 1er décembre lors de notre summit, et j'espère que nous ferez le plaisir effectivement d'échanger avec nous sur ce sujet. Alors dans les quelques minutes qui nous restent, on ne peut pas ne pas parler des IA génératives, on ne peut pas ne pas parler de ChatGPT, on ne peut pas ne pas parler effectivement de l'enjeu et des enjeux éthiques que cela représente. Pour vous, comment voyez-vous effectivement, en tant que sénateur, en tant que président aussi de la VICA, en tant que justement moteur au sein du Sénat et du Parlement sur les sujets du numérique, comment voyez-vous cette question des IA génératives? Est-ce que c'est une menace ou est-ce qu'au contraire, c'est, pour reprendre votre formule, un outil qu'il faut utiliser, mais avec effectivement une forme de connaissance exacte de ce que ça peut apporter et de ce vers quoi il ne faut pas aller? Alors je crois que tout d'abord que ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas un choix. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va s'imposer à nous, comme beaucoup de choses dans le monde du numérique. À partir du moment où on a ce préalable, il faut qu'on s'y prépare et il faut qu'on encadre. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse de la régulation. Il faut qu'on ait un certain nombre de lignes rouges, voilà, ou de garde-fous, comme vous voulez, à identifier pour faire en sorte qu'on protège l'utilisateur et qu'on protège aussi notre économie. Parce qu'on peut tout imaginer sur le sujet. Bien sûr, puis il y a des aspects effectivement de guerre industrielle derrière cet outil, c'est évident. Tout à fait. Et qu'on intègre aussi le volet environnemental, ce que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire que ce que je disais sur le développement des méta, etc. Les questions très, très simplistes que je posais, c'est de dire ça va nécessiter, là aussi, sûrement à terme, de nouveaux investissements.
parce qu'on va donc faire en sorte que nos réseaux qui ont été conçus dans un cadre vont donc être utilisés à des capacités qui vont sans cesse augmenter, voire même à les saturer. Saturer un réseau, si c'est pour faire de la productivité et faire un gain environnemental, ça ne me gêne pas. Si c'est saturer les réseaux pour pouvoir donner un confort sur des jeux vidéo, je me pose la question. On revient à l'utilité sociale et l'utilité même en tant que telle. Et là, on retrouve les vrais piliers du développement durable. Social, l'économie, environnement. Et vraiment, je crois que plus que jamais, il faut qu'on se rappelle ce triptyque pour donc prendre les bonnes décisions et accompagner les investissements nécessaires. Alors une dernière question, toute dernière, on pourrait continuer et j'espère qu'effectivement le 1er décembre, on aura l'occasion d'approfondir plus amplement ces sujets avec vous lors de notre summit consacré à la réindustrialisation et aux nouvelles technologies. Nous sommes en pleine construction finalement d'une régulation européenne. Quel regard portez-vous sur cette régulation? On dit bien en cours de construction, allons-nous dans le bon sens? Alors, j'ai le sentiment que oui, et j'ai le sentiment que, encore une fois, en France, on est plutôt en avance sur la régulation et qu'on participe activement à la régulation. Donc on est en train de discuter le texte sur la sécurité et la régulation de l'espace numérique qui a été voté au Sénat donc, juste avant les congés, qui va arriver en discussion à l'Assemblée nationale. Et au fond, dans tous les travaux qui ont été portés, dont j'ai été un des rapporteurs pour le texte, j'ai pu vraiment mesurer à quel point donc, notre vision française était une anticipation finalement sur ce qui pouvait arriver au niveau européen. Et c'est le cas aussi sur l'environnement. C'est-à-dire le sujet environnement, encore une fois, je le rappelle, excusez-moi d'y revenir, mais c'est quand même la première loi en Europe, voire au monde, qui traite de ce sujet. Ouais, et qui a fait justement école, puisque donc, le ministre a initié un certain nombre de travaux portés par l'ADEME et l'ARCEP. Le commissaire Breton a lui aussi donc, finalement pris ce sujet à bras-le-corps pour donc, essayer de l'amplifier et le développer au niveau européen. C'est la même chose pour le DSA et le DMA, oui. qui donc aujourd'hui donc ont fait l'objet donc d'un règlement européen. Et je pense que ça sera le cas également sur le développement des nouvelles technologies type IA notamment. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Merci beaucoup, Patrick Chaise. Le débat était passionnant et donc nous nous donnons rendez-vous le 1er décembre où nous aborderons effectivement l'ensemble de ces sujets et j'espère aussi que l'on pourra échanger à nouveau avec vous parce que vous êtes un vrai expert du monde du numérique. Je rappelle que vous êtes en effet le président du groupe d'études numériques au Sénat et vous intervenez très souvent sur des projets de loi notamment. Donc on aura l'occasion d'échanger à nouveau ensemble. Merci. Nous vous remercions et nous vous souhaitons une excellente journée. À bientôt.